La veille du mariage de mon frère, lorsque j'ai dit « j'ai tellement hâte à demain », ma tante s'est figée de choc. Quand j'ai dit à ma tante que j'avais hâte au mariage de mon frère le lendemain, elle m'a dit « c'était la semaine dernière ». Un mois plus tard, ils ont supplié de rester dans la maison du lac, j'ai dit non. Mon nom est Élise Moreau, j'ai 28 ans, et hier, j'étais pleine d'excitation pour le mariage de mon frère Julien. Le dîner de répétition chez mes parents fut parfait, rire, champagne et famille partout. J'ai tellement hâte à demain, ai-je annoncé en levant mon verre. C'est à ce moment-là que ma tante Patricia s'est figée, sa coupe de champagne lui a échappé des doigts et s'est brisée sur le sol. La pièce est tombée dans un silence total tandis que tous la fixaient, son visage pâle. À cet instant, je n'avais aucune idée de comment ces 5 mots innocents allaient briser notre famille à jamais. Avant de poursuivre l'histoire qui a tout changé pour nous, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Appuyez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà vécu un secret de famille qui a bouleversé votre monde. Croyez-moi, vous voudrez rester pour celle-ci. Julien et moi avons toujours été inséparables, malgré l'écart d'âge de 4 ans entre nous. À 32 ans, mon frère avait trouvé la femme parfaite en Chloé Lambert, 29 ans, une enseignante de maternelle aux yeux doux et au rire qui remplissait les pièces. Ils étaient ensemble depuis 5 ans, s'étant rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'une collecte de fonds caritative. Je me souviens encore de la façon dont Julien m'a appelé ce soir-là, d'une animation inhabituelle, disant qu'il avait rencontré quelqu'un de spécial. Au fil des ans, j'ai vu leur relation s'épanouir en quelque chose de vraiment beau, le genre d'amour que la plupart des gens passent leur vie à chercher. Notre famille a toujours été très unie. Nos parents, Antoine et Claire Moreau, étaient mariés depuis 35 ans et se regardaient toujours avec une affection sincère. Papa travaillait comme architecte, maman comme professeur d'anglais au lycée, et ils avaient créé un foyer chaleureux et aimant pour Julien et moi dans notre quartier de la banlieue en Normandie. Notre famille élargie était tout aussi importante pour nous. Réunions de famille pour les fêtes, barbecue d'été, célébration d'anniversaire. Nous manquions rarement une occasion de nous réunir. Les 6 derniers mois avaient été une suite effrénée de préparatifs de mariage. En tant que demoiselle d'honneur et seule sœur de Julien, je me suis retrouvée prise dans un tourbillon d'essayage de robes, de dégustation de gâteaux et d'appels téléphoniques tardifs avec mon frère lorsqu'il paniquait à propos de ses vœux. Chloé m'avait demandé de l'aider à choisir les fleurs, sachant que mon expérience en design serait utile. Nous avions passé d'innombrables heures à parcourir des tableaux Pinterest et à visiter des fleuristes jusqu'à ce que nous trouvions l'arrangement parfait de roses blanches et d'hortensias bleues. Le dîner de répétition avait réuni tout le monde la nuit précédant le grand jour. Notre grand-mère Madeleine, 82 ans, attirait l'attention comme toujours, racontant au plus jeune cousin de Chloé des histoires de sa jeunesse. Malgré son âge, l'esprit de grand-mère restait vif comme un rasoir, et elle ne manquait jamais un détail. Elle avait été particulièrement investie dans ce mariage, ayant adoré Chloé dès leur première rencontre. L'oncle Bernard, le frère cadet de papa, était assis avec sa femme et Patricia. À 55 ans, Patricia avait toujours été la présence plus discrète lors des réunions de famille, polie mais quelque peu réservée. J'avais remarqué qu'elle semblait un peu distante tout au long du processus de planification du mariage, mais j'avais mis cela sur le compte de sa personnalité naturellement introvertie. Mes cousins Aurélie et Thomas, leurs enfants, avaient grandi aux côtés de Julien et moi, partageant des vacances d'été et des traditions familiales. Aurélie, 25 ans, était également demoiselle d'honneur, tandis que Thomas, 23 ans, serait l'un des garçons d'honneur. Les parents de Chloé, Philippe et Isabelle Lambert, étaient arrivés de Bretagne la semaine précédente. Ils étaient amicaux et clairement aisés. Philippe possédait une entreprise technologique florissante, et Isabelle gérait leur importante fondation caritative. Ils ont généreusement insisté pour couvrir la plupart des dépenses du mariage, y compris le magnifique lieu de mariage dans un vignoble où la cérémonie de demain aurait lieu. Le château de la Vigne a été réservé il y a plus d'1 an, m'avait dit fièrement maman alors que nous nous rendions au lieu pour la dernière visite. C'est le lieu de mariage le plus recherché de la région. Le domaine comportait des collines couvertes de vignes, un manoir restauré du 19e siècle et une salle de réception avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur un lac. Demain, des chaises blanches borderaient la pelouse où Julien et Chloé prononceraient leurs vœux sous une arche fleurie, le soleil couchant peignant le ciel derrière eux. J'avais remarqué une certaine tension entre mes parents et ma tante Patricia pendant le processus de planification. Une fois, en discutant des arrangements de sièges, j'étais entré dans la cuisine pour trouver maman et Patricia dans ce qui semblait être une discussion animée qui s'est brusquement terminée lorsqu'elles m'ont vu.
Une autre fois, Patricia avait refusé d'assister à la fête prénuptiale de Chloé, invoquant une migraine. Ces incidents semblaient mineurs à l'époque, mais avec le recul, c'étaient les premiers signes avant-coureurs. Patricia semblait particulièrement mal à l'aise près de Chloé. Pendant le dîner de répétition, j'avais remarqué qu'elle évitait à peine le contact visuel avec la future mariée. Malgré les tentatives chaleureuses de Chloé pour l'engager dans la conversation, lorsque Chloé lui a demandé des suggestions de recettes familiales à ajouter à leur collection, Patricia avait marmonné quelque chose à propos de garder les choses séparées avant de changer complètement de sujet. « Tout va bien avec tante Patricia ?» ai-je demandé à maman tout bas en aidant à disposer les assiettes de dessert. « Elle est juste émotive à cause du mariage », m'a répondu maman trop rapidement. « Tu sais comment elle est. » Mais je ne savais pas. Pendant toutes ces années d'événements familiaux, je n'avais jamais vu Patricia se comporter tout à fait comme ça. Néanmoins, j'ai mis mes préoccupations de côté. Demain était le jour de Julien et Chloé, et rien n'allait le gâcher. Du moins, c'est ce que je pensais. La répétition sur le lieu s'était déroulée sans problème cet après-midi-là. La coordinatrice du mariage, une femme sans fioriture nommée Valérie, nous avait guidés sur nos positions et notre timing. Julien avait fait semblant de s'évanouir lorsque Chloé avait parcouru l'allée d'entraînement, faisant rire tout le monde. Le pasteur nous avait rappelé l'importance de parler clairement dans les microphones. Tout tombait parfaitement en place. De retour chez mes parents pour le dîner qui a suivi, l'atmosphère était joviale. Papa avait installé des tables dans le jardin, illuminées de guirlandes lumineuses qui scintillaient au coucher du soleil. Le jardin de maman offrait une belle toile de fond, ses roses tant aimées en pleine floraison. La société de traiteurs s'était surpassée avec une sélection des plats préférés de Julien et Chloé, des hors-d'œuvre de fruits de mer élégants aux classiques réconfortants. Alors que le champagne coulait à flots et que les conversations bourdonnaient autour de moi, j'ai ressenti un profond contentement. En moins de 24 heures, mon frère serait marié à la femme qu'il aimait, entouré de tous ceux qui comptaient pour eux. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Le dîner de répétition battait son plein vers 20 heures. Le jardin de la maison de mes parents s'était transformé en un espace enchanté sous le ciel d'une soirée de mai. Des guirlandes lumineuses croisées au-dessus des tables, créant une canopée de lumière chaude sur le bleu qui s'intensifiait. Le personnel de restauration se déplaçait efficacement entre les invités, remplissant les verres à vin et débarrassant les assiettes vides. Le doux tintement des couverts et les vagues de rire créaient la bande sonore parfaite pour notre célébration familiale. Je flottais de table en table, m'assurant que chacun avait ce dont il avait besoin, partageant l'excitation qui imprégnait l'air. Julien et Chloé étaient assis à la table centrale, la main de Chloé confortablement posée dans la sienne, leur tête se penchant occasionnellement pour partager des mots privés au milieu de la célébration publique. Ils étaient rayonnants, tous deux brillants d'anticipation pour la cérémonie de demain. Vers 21h30, papa s'est levé, sa coupe de champagne à la main, pour faire un toast. En tant que patriarche de notre famille, ces mots portaient un poids particulier. Il a parlé avec éloquence de la façon dont il avait vu Julien grandir d'un petit garçon curieux à l'homme accompli devant nous, de l'accueil de Chloé dans notre famille, du voyage du mariage qui les attendait. Des larmes brillaient dans de nombreux yeux lorsqu'il a terminé. À Julien et Chloé, a-t-il dit, levant son verre plus haut. Que demain soit le beau début de votre vie ensemble. À Julien et Chloé, on fait écho tout le monde, les verres levés à l'unisson. La dynamique des toasts s'est poursuivie. Le père de Chloé a parlé ensuite, suivi de sa demoiselle d'honneur. Lorsque les toasts formels se sont terminés, les conversations ont repris et les gens ont recommencé à se mêler. Je me suis retrouvé près de la table des desserts avec Julien, Chloé et plusieurs membres de la famille, dont ma tante Patricia. La conversation s'est orientée vers les détails de dernière minute du mariage. « J'arrive toujours pas à croire que nous sommes vraiment là », a dit Chloé, le visage rougi de bonheur. Après toute cette planification, ça arrive enfin. Je sais, ai-je convenu avec enthousiasme en levant mon verre. J'ai tellement hâte à demain. Les mots avaient à peine quitté ma bouche lorsque j'ai entendu le bruit distinct de verre qui se brisait. Tous les regards se sont tournés vers ma tante Patricia. Sa coupe de champagne gisait en morceaux à ses pieds, le liquide doré s'infiltrant dans les pierres du patio. Mais ce qui était encore plus alarmant, c'était Patricia elle-même. La couleur avait complètement disparu de son visage, ses yeux écarquillés de ce que je ne pouvais décrire que comme de l'horreur. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme, ou peut-être plus précisément, d'en être devenue un. « Patricia »
l'oncle Bernard a tendu la main pour saisir le bras de sa femme. « Tu vas bien ?» Pendant un long moment, elle n'a pas répondu. Son regard est resté fixé sur moi, puis s'est déplacé vers Julien et Chloé. Le silence s'est étiré inconfortablement jusqu'à ce qu'elle semble enfin se reprendre. « Je suis désolée », a-t-elle réussi à dire, sa voix à peine audible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le verre m'a simplement glissé. Un serveur s'est rapidement approché avec un balai et une pelle, et le moment a commencé à passer. La conversation a repris timidement, mais l'atmosphère avait changé. Un courant sous-jacent de tension avait remplacé la joie décontractée des moments précédents. « Laissez-moi vous aider à nettoyer », a gentiment proposé Chloé à Patricia, attribuant apparemment la réaction de la femme plus âgée à une simple gêne due au verre brisé. « Non », a dit Patricia vivement, puis elle s'est adoucie. « Merci, mais je vais bien. Je pense que j'ai juste besoin d'un peu d'air. » Elle s'est dirigée d'un pas rapide vers le côté de la maison, l'oncle Bernard la suivant de près. De là où je me tenais, je pouvais les voir engagés dans ce qui semblait être une conversation intense. Les mains de Patricia bougeaient avec animation tandis que Bernard semblait essayer de la calmer. Mon père avait également remarqué. Il s'est excusé de sa conversation et s'est dirigé vers eux. Je les ai vus le rejoindre dans leur cercle, son expression devenant de plus en plus sérieuse à mesure que Patricia parlait. Quelque chose n'allait vraiment pas. Poussé par l'inquiétude et la curiosité, je me suis approché avec désinvolture, faisant semblant d'ajuster quelques fleurs sur une table voisine. Je ne pouvais pas tout entendre, mais des fragments de leur conversation m'ont atteint. « Il ne faut pas que cela arrive, Antoine », disait Patricia, sa voix urgente. Elle ne le sait pas. Je l'ai entendu demander à mon père, qui secouait la tête. « Ce n'est pas le bon moment », a répondu fermement papa. Nous en avons discuté. La réponse de Patricia était trop faible pour être entendue, mais le mot « irresponsable » m'est parvenu. Julien est apparu à mes côtés, me faisant sursauter légèrement. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, hochant la tête vers les trois adultes qui conversaient sérieusement. « Je n'en ai aucune idée », ai-je répondu honnêtement. Tante Patricia semble contrariée par quelque chose. Une ride s'est formée entre les sourcils de Julien. Maman agit bizarrement aussi. Elle a pratiquement sprinté après papa quand elle l'a vu parler à Patricia. Effectivement, notre mère avait rejoint le groupe, sa posture tendue. Je l'ai vu poser une main de retenue sur le bras de Patricia, seulement pour qu'elle soit rejetée. Lorsqu'ils sont finalement retournés à la fête, les quatre affichaient des expressions soigneusement composées qui n'atteignaient pas leurs yeux. Maman était particulièrement attentive à Chloé pour le reste de la soirée, tandis que papa restait près de Julien. Patricia a évité la mariée et le marié, restant en périphérie du rassemblement jusqu'à ce qu'elle et l'oncle Bernard s'en aillent tôt. « Nous avons une longue journée demain », a dit Patricia en me serrant dans ses bras pour me dire au revoir, ses bras rigides et son sourire forcé. « Repose-toi bien, Élise. » Alors que les invités commençaient à partir, j'ai essayé de demander à Julien ce qu'il pensait qu'il se passait, mais il semblait distrait. Sûrement le stress du mariage, a-t-il éludé, bien que le regard qu'il a échangé avec notre père ait suggéré le contraire. « Ne t'en fais pas, ma sœur. » Vers 23 heures, il ne restait plus que la famille immédiate, débarrassant les dernières assiettes et emballant les restes de nourriture. Chloé a embrassé Julien pour lui dire bonne nuit. La tradition voulait qu'ils passent leur dernière nuit en célibataire séparément, et elle est partie avec ses parents à leur hôtel. Julien séjournerait dans le même hôtel mais dans une chambre séparée. « Tout va bien », m'a assuré maman quand je lui ai demandé directement la réaction de Patricia. « Ta tante s'émotionne lors des grands événements familiaux. Tu sais comment elle est. » Mais je ne savais pas. Et leur insistance sur le fait que rien n'allait mal ne m'a convaincu davantage que quelque chose d'important était caché. Alors que je m'allongeais dans ma chambre d'enfance cette nuit-là, le sommeil me fuyait. Mon esprit rejouait les événements de la soirée en boucle. Le visage de Patricia lorsque le verre lui a échappé des doigts. La conversation secrète et urgente, la tension étrange qui s'était installée sur notre famille comme une couverture lourde. Quelque chose dans mon commentaire innocent, « J'ai tellement hâte à demain », avait déclenché une réaction qui semblait démesurément disproportionnée. Qu'est-ce qui pourrait être si mauvais à propos de demain? Que savait tante Patricia que le reste d'entre nous ignorait? Les chiffres rouges sur mon horloge de chevet ont passé à minuit lorsque mon téléphone a vibré avec un message texte.
La lumière soudaine dans ma chambre sombre m'a fait cligner des yeux alors que j'attrapais l'appareil. Rendez-vous sur le porche maintenant. Patricia. Je me suis assise, le cœur battant. Ma tante Patricia était partie il y a des heures. Qu'est-ce qu'elle faisait de retour chez mes parents à minuit? Et, plus important encore, qu'est-ce qui était si urgent que cela ne puisse pas attendre le matin? Me levant de mon lit, j'ai enfilé un gilet par-dessus mon pyjama et j'ai prudemment ouvert la porte de ma chambre. La maison était calme, mes parents étaient vraisemblablement endormis après la longue soirée. J'ai rampé dans les escaliers, en évitant le troisième qui craquait depuis mon enfance, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. La lumière du porche était éteinte, mais la pleine lune fournissait suffisamment de lumière pour voir ma tante Patricia assise sur la balançoire, sa posture rigide. Elle n'a pas levé les yeux quand j'ai ouvert la porte. « Tante Patricia » ai-je murmuré, fermant doucement la porte derrière moi. « Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien ?» Elle s'est finalement tournée vers moi, et j'ai été frappé par la fatigue qu'elle affichait, au-delà de l'épuisement physique d'une longue journée. C'était une lassitude jusqu'aux os qui semblait l'avoir vieilli du jour au lendemain. « Assieds-toi, Élise » a-t-elle dit, tapotant l'espace à côté d'elle sur la balançoire. J'ai fait ce qu'elle m'a demandé, les vieilles chaînes craquant légèrement sous notre poids combiné. Pendant plusieurs longs moments, Patricia n'a rien dit. Elle fixait simplement l'obscurité de la cour avant. « Je ne devrais pas être ici » a-t-elle finalement dit. « Ton père serait furieux s'il le savait. » Savoir quoi? Ai-je demandé doucement. Patricia a pris une profonde inspiration, ses mains se tordant sur ses genoux. « Je porte ça depuis des mois maintenant. Depuis que Julien a annoncé les fiançailles. Je pensais que tes parents s'en occuperaient. Je pensais qu'ils ne laisseraient certainement pas les choses en arriver là. » En arriver où? Le mariage? Elle a hoché la tête, évitant toujours mon regard. Élise, ce que je vais te dire va tout changer. Et une fois que tu le sauras, tu le sauras. Es-tu sûr de vouloir cette responsabilité? Un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale malgré la douceur de mai. Si quelque chose ne va pas, j'ai besoin de le savoir, surtout si cela affecte Julien. Patricia a fermé les yeux brièvement, comme pour rassembler son courage. Il y a 25 ans, ta mère et Philippe Lambert ont eu une liaison. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous, incompréhensibles au début. Ma mère et Philippe Lambert, le père de Chloé, ils ne se connaissaient même pas il y a 25 ans, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible, ai-je dit automatiquement. Maman et papa sont ensemble depuis l'université. Et les Lambert vivent en Bretagne. Nous ne les avons rencontrés que lorsque Julien a commencé à sortir avec Chloé. Les Lambert ont déménagé en Bretagne il y a 23 ans, a corrigé Patricia. Avant cela, ils vivaient ici, dans ce même quartier. Philippe et Isabelle, tes parents, Bernard et moi, nous étions tous amis jusqu'à la liaison. Mon esprit s'est emballé en essayant de traiter cette information. Mais pourquoi personne n'en a jamais parlé? Pourquoi maman et papa agiraient-ils comme s'ils rencontraient les Lambert pour la première fois lorsque Julien les a présentés? Le rire de Patricia était creux. Parce que c'est l'histoire qu'ils ont tous accepté de raconter. Après ce qui s'est passé, les Lambert ont déménagé. Nous avons tous décidé qu'il vaudrait mieux faire une nouvelle page. Quand Julien a ramené Chloé il y a 5 ans et présenté ses parents, tout le monde a joué le jeu de la mascarade. Cela n'a aucun sens, ai-je insisté, bien qu'un pressentiment envahissant commençait à se former au creux de mon estomac. Même s'il y a eu une liaison, qu'est-ce que cela a à voir avec le mariage? Patricia s'est alors tournée entièrement vers moi, son expression grave. Élise, la liaison s'est produite alors que ton père était parti pour un projet de 6 mois en Allemagne. Ta mère était enceinte à son retour. L'implication de ces paroles m'a frappé comme un coup physique. Non, ai-je soufflé. Tu ne veux pas dire que Julien et Chloé sont demi-frères et sœurs, a dit Patricia, sa voix à peine audible. Ils partagent le même père biologique. Le monde a semblé basculer sous moi. J'ai serré le bord de la balançoire pour me stabiliser. Une boule m'est montée dans la gorge. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré. Bien que même en disant cela, des pièces commençaient à s'assembler. La tension que j'avais observée, les réactions étranges, les conversations secrètes. Comment le sais-tu? Ai-je réussi à demander. Maman te l'a dit? Patricia a secoué la tête.
Je l'ai découvert par accident. Noël dernier, j'aidais ta grand-mère à organiser de vieux papiers. J'ai trouvé des lettres de Philippe à ta mère. Elles étaient explicites sur la liaison et sur la grossesse. Lorsque j'ai confronté Madeleine, elle a confirmé tout. Apparemment, elle le sait depuis le début. Grand-mère sait. La trahison a fait plus mal. Tout le monde sait, Élise, tes parents, les Lambert, même ta grand-mère. Tout le monde sauf toi, Julien et Chloé. Mais c'est de la folie. Ils sont sur le point de se marier. Ils sont ensemble depuis 5 ans. Comment tout le monde a-t-il pu laisser faire ça? Les épaules de Patricia se sont affaissées. Quand Julien a présenté Chloé pour la première fois, tes parents ont été horrifiés. Ils ont essayé de décourager la relation indirectement. Mais plus ils la poussaient, plus Julien devenait déterminé. Au moment où ils ont réalisé à quel point les choses devenaient sérieuses, Julien et Chloé étaient déjà profondément amoureux. Alors, ils ont juste décidé de les laisser se marier, leurs propres enfants. Le dégoût dans ma voix était palpable. Je me dispute avec tes parents depuis des mois, a dit Patricia. Je leur ai dit qu'ils devaient dire la vérité avant les fiançailles, puis avant que les préparatifs du mariage ne commencent, puis avant que les invitations ne soient envoyées. Chaque fois, ils ont trouvé une raison de retarder. Cela les détruirait, a dit ta mère. Nous trouverons le bon moment, a promis ton père. Je me suis levé brusquement, la balançoire se balançant violemment derrière moi. Il n'y a pas de bon moment pour dire à quelqu'un qu'il est sur le point d'épouser son frère ou sa sœur. Comment ont-ils pu être si égoïstes? Ta mère s'est convaincue que puisqu'Antoine a élevé Julien comme le sien, cela n'a pas vraiment d'importance. Philippe pense que ce qu'ils ne savent pas ne leur fera pas de mal. Ils ont tous décidé que la vérité causerait plus de douleur que le secret. La vérité finira par éclater, ai-je dit. Que se passera-t-il quand ils auront des enfants? Quand ces enfants auront des problèmes de santé parce que leurs parents sont apparentés? Patricia a hoché la tête d'un air sombre. Ce sont exactement les arguments que j'ai avancés. Mais personne n'a écouté. C'est pourquoi j'ai réagi comme je l'ai fait ce soir quand tu as dit que tu avais hâte à demain. Parce que je sais ce que demain apportera. Un mariage qui ne devrait jamais avoir lieu. Je me suis appuyé contre la rampe du Porsche, essayant de traiter l'énormité de ce que je venais d'apprendre. Mon frère, mon cher frère, était sur le point d'épouser sa demi-sœur, et chaque adulte dans sa vie qui aurait dû le protéger avait choisi de rester silencieux. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Ai-je finalement demandé. Pourquoi pas il y a des mois quand quelque chose aurait pu être fait plus doucement? Patricia s'est levée, se plaçant à côté de moi. Parce que demain, c'est le mariage, Élise. Parce que je manque de temps pour convaincre les autres de faire ce qu'il faut. Parce que maintenant que tu sais, tu as le pouvoir d'arrêter cela en détruisant le monde de mon frère la nuit avant son mariage. Ma voix s'est cassée, en le sauvant d'une douleur plus grande plus tard, a corrigé Patricia doucement. Je suis désolé de te mettre ça sur le dos, mais je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je ne disais rien. Elle m'a serré l'épaule une fois, puis a descendu les marches du Porsche vers sa voiture garée dans la rue. Patricia, ai-je crié après elle, ma voix petite dans la vaste nuit. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Elle s'est arrêtée, me regardant avec une tristesse infinie. Maintenant, c'est ton fardeau aussi, Élise. Tu devras décider quel genre de sœur tu veux être. Celle qui dit une vérité difficile ou celle qui vit avec un mensonge dévastateur. Je l'ai regardé partir, puis je me suis affalé sur les marches du Porsche, mes jambes ne pouvant plus me supporter. Le mariage de conte de fées que nous planifions depuis des mois semblait maintenant une moquerie grotesque. La famille que je croyais connaître était construite sur des mensonges si profonds que je pouvais à peine les comprendre. Et dans quelques heures seulement, si je ne faisais rien, mon frère épouserait sa propre sœur. Je ne me souviens pas combien de temps je suis resté assis sur ces marches de Porsche, paralysé par le poids de la révélation de Patricia. Des minutes ou des heures ont pu passer avant que la rage ne commence à remplacer le choc, me poussant sur mes pieds et à travers la porte d'entrée. La maison était sombre et silencieuse, mais une mince lueur brillait sous la porte de la cuisine. Mes parents étaient encore éveillés. Bien sûr qu'ils l'étaient. Comment quelqu'un pouvait-il dormir paisiblement tout en orchestrant une tromperie aussi monstrueuse? J'ai poussé la porte de la cuisine avec plus de force que nécessaire, la faisant claquer contre le mur. Maman et papa étaient assis à table,
des tasses de thé devant eux, leurs visages creusés sous la lumière crue du plafond. Ils ont levé les yeux à mon entrée et j'ai immédiatement su, d'après leurs expressions, qu'ils discutaient exactement de ce que Patricia venait de me révéler. Tu sais, a dit doucement papa. Ce n'était pas une question. Patricia te l'a dit, a ajouté maman, sa voix creuse. Comment avez-vous pu? Les mots m'ont échappé de la gorge, rauque de trahison. Comment avez-vous pu laisser arriver ça? Maman a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé, repoussé par ce geste. Chérie, essaie de comprendre, s'il te plaît. Comprendre quoi? Ai-je presque crié, puis je me suis forcé à baisser la voix, consciente de leur tardive. Que vous avez menti à Julien toute sa vie. Que vous le laissez épouser sa propre sœur. C'est plus compliqué que ça, a dit papa, son visage marqué de rides que je n'avais jamais remarquées auparavant. Alors, pour moi, ce n'est pas compliqué, ai-je exigé, croisant les bras. Expliquez-moi comment tout cela a du sens. Maman et papa ont échangé des regards, une communication tacite passant entre eux. Finalement, maman a soupiré profondément. Assieds-toi, Élise, a-t-elle dit. S'il te plaît. À contre-cœur, j'ai pris la chaise la plus éloignée d'eux, mon corps tendu de colère. Il y a 25 ans, a commencé maman, sa voix tremblant légèrement. Ton père et moi traversions une période difficile. Il s'était vu offrir un projet architectural prestigieux à Lyon. Un engagement de 6 mois qui ferait progresser sa carrière de manière significative. J'ai soutenu sa décision de partir, mais être seul avec un enfant de 3 ans, toi, était plus difficile que ce que j'avais anticipé. Philippe et Isabelle venaient d'emménager dans le quartier. Papa a continué, sa voix étonnamment ferme. Ils étaient amicaux, accueillants. Philippe a proposé d'aider ta mère avec des choses dans la maison, les travaux de jardinage, les courses quand tu étais malade. Nous sommes devenus amis, a dit maman. Et puis plus que des amis. Épargne-moi les détails, ai-je dit froidement. Patricia m'a déjà parlé de la liaison. Maman a tressailli mais a hoché la tête. Lorsque ton père est revenu de Lyon, j'étais déjà enceinte de 2 mois. J'ai tout avoué immédiatement. J'ai regardé mon père, essayant d'imaginer la douleur qu'il avait dû ressentir à ce moment-là. Son visage est resté impassible, mais ses jointures étaient blanches là où il serrait sa tasse. J'ai pris la décision de pardonner à ta mère, a-t-il dit doucement. Et d'élever l'enfant comme le mien. Philippe le savait-il? Ai-je demandé. Maman a hoché la tête. Il voulait quitter Isabelle pour être avec moi et le bébé. Mais je ne pouvais pas faire ça à ton père, à toi, à leur mariage. Nous avons convenu que Antoine serait le père de Julien en tout point qui compte. Et vous n'avez jamais dit la vérité à Julien. Pendant 32 ans, nous n'avons jamais vu de raison de le faire, a dit papa. Je suis son père, Élise. J'étais là pour ses premiers pas, ses premiers mots, chaque pièce de théâtre scolaire et chaque match de football. La biologie ne change pas cela. Non, mais cela change le fait qu'il est sur le point d'épouser sa demi-sœur. J'ai claqué ma main sur la table, faisant vibrer les tasses à thé. Quand avez-vous réalisé qui était Chloé? Maman a fermé les yeux brièvement. Au moment où Julien nous a présentés. Philippe et Isabelle avaient déménagé en Bretagne peu après la naissance de Julien, dans le cadre de notre accord pour maintenir la distance. Nous ne nous attendions pas à ce que nos enfants se retrouvent d'une manière ou d'une autre 27 ans plus tard. Et vous n'avez rien dit. Vous avez juste souri et les avez accueillis. Nous étions sous le choc, a admis papa. Et puis nous avons vu à quel point ils étaient heureux ensemble. Nous avons essayé de décourager la relation indirectement. Nous avons suggéré que Julien était trop jeune pour quelque chose de sérieux, que les relations à distance fonctionnent rarement, qu'il y avait d'autres femmes qu'il devrait fréquenter avant de s'installer. Mais plus nous insistions, a ajouté maman, plus il devenait déterminé. Julien a toujours été têtu comme ça. Alors, quand insister n'a pas marché, vous avez simplement abandonné. Décidé, ou bien, autant les laisser commettre un inceste accidentel. L'amertume dans ma voix m'a surprise moi-même. Nous avons consulté des médecins, a dit papa défensivement. Discrètement. On nous a dit que bien que les enfants de demi-frères et sœurs aient des risques accrus de certaines conditions, ce n'est pas aussi élevé que ce que les gens supposent. Et Julien et Chloé avaient mentionné qu'ils pourraient adopter plutôt qu'avoir des enfants biologiques.
Vous avez discuté de leur projet de reproduction, mais pas du fait qu'ils partagent un père, ai-je dit, incrédule. Au moment où ils se sont fiancés, nous ne savions pas comment leur dire sans détruire la vie de tout le monde, a dit maman, les larmes coulant sur son visage. Maintenant, pouvez-vous imaginer ce que cela ferait à Julien de découvrir que toute sa vie a été un mensonge? Ce que cela ferait à sa relation avec nous, avec Philippe? Comment cela vous affecterait-il? Alors, vous avez décidé que mentir était plus gentil, ai-je dit platement. Nous avons décidé que la vérité causerait des dommages irréparables à deux familles, a corrigé papa. Parfois, les secrets existent pour une raison. Une nouvelle voix a rejoint notre conversation. Certains secrets ne devraient jamais être gardés. Nous nous sommes tous tournés pour voir notre grand-mère Madeleine debout dans l'embrasure de la porte, ses cheveux argentés détachés sur ses épaules, une robe serrée à sa taille. Maman a reconnu mon père. Tu devrais dormir. Comment peut-on dormir avec tout ce vacarme? A-t-elle demandé, se frayant lentement un chemin vers la table. D'ailleurs, il semble que j'ai encore besoin d'être là. Toi aussi tu savais? Ai-je accusé, la trahison s'étendant pour englober une autre personne en qui j'avais implicitement confiance. Tout ce temps. Bien sûr que je savais, a dit grand-mère, s'asseyant à une chaise. Je fus la première personne que ta mère a appelée lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Je fus aussi la première à suggérer que Antoine élève l'enfant comme le sien. Comment pouvez-vous tous être si calmes à ce sujet? Ai-je exigé. Tu le sais mieux que tu ne le penses, a répondu grand-mère. Les secrets ont une façon de s'envenimer, Élise. J'ai vécu assez longtemps pour voir comment ils peuvent empoisonner une famille de l'intérieur. Mais j'ai aussi vu comment la vérité livrée au mauvais moment ou de la mauvaise manière peut être tout aussi destructrice. Alors, quelle est ta solution? Laisse le mariage avoir lieu. Bien sûr que non, a dit grand-mère vivement. Mais se précipiter pour le dire à Julien et Chloé au milieu de la nuit quand tout le monde est épuisé et que les émotions sont vives n'est pas la solution non plus. Alors, qu'est-ce que c'est? Ai-je contesté. Nous le leur disons ensemble, a dit papa demain matin avant que quoi que ce soit ne puisse procéder. Nous expliquons tout, nous tous, et nous les soutenons à travers le choc et le chagrin qui suivront. C'est votre plan? Attendre le jour du mariage quand des centaines d'invités sont sur le point d'arriver? Quand tout est payé et préparé? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'est cruel. Plus cruel que toi de te précipiter dans la chambre d'hôtel de Julien à 1h30 du matin pour détruire son monde à lui seul, a dit maman en regardant l'heure. Ces paroles m'ont fait réfléchir. Aussi furieuse que j'étais contre mes parents, il y avait une vérité dans ce qu'ils disaient. Comment Julien réagirait-il en apprenant une nouvelle aussi bouleversante de ma part sans le contexte et les détails que seuls nos parents pouvaient fournir? Mais l'alternative, attendre le matin, laisser Julien se réveiller excité pour son jour de mariage, pour ensuite transformer cette joie en horreur, semblait tout aussi insupportable. Je dois lui dire maintenant, ai-je finalement dit en me levant. Il mérite de savoir avant de mettre son smoking, avant de commencer à se préparer pour un mariage qui n'aura pas lieu. Et Chloé mérite la même considération. Élise, s'il te plaît, a supplié maman, donne-nous une chance de faire ça, bien. Vous avez eu 5 ans pour faire ça bien, ai-je dit, la voix brisée. Vous avez eu toute la vie de Julien. Vous n'avez plus de chance. Je me suis tourné pour partir, mais les mots suivants de papa m'ont arrêté net. Si tu fais ça, Élise, tu dois comprendre les conséquences. Cela n'affectera pas seulement Julien et Chloé. Cela changera sa façon de nous voir tous, y compris toi, d'être celle qui porte cette nouvelle. Je lui ai fait face, les larmes coulant finalement sur mes joues. Je sais, mais je préférerais qu'il me déteste pour avoir dit la vérité plutôt qu'il m'aime pour avoir participé à un mensonge. Sans attendre leur réponse, j'ai attrapé mes clés de voiture sur le crochet près de la porte et je suis sorti dans la nuit, ma destination claire. L'hôtel où mon frère passait sa dernière nuit en célibataire, ignorant que sa fiancée était aussi sa sœur. Le trajet jusqu'à l'hôtel Le Grand Cormoran a duré 20 minutes, mais il m'a semblé une éternité. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures devenaient blanches et mon esprit tournait avec la conversation impossible qui s'annonçait. Comment commence-t-on à dire à quelqu'un que toute sa vie, son identité, son amour, son avenir ont été construits sur un fondement de mensonges? Les lampadaires clignotaient, illuminant mon visage ruisselant de larmes à intervalles réguliers. Les routes de fin de nuit étaient presque vides,
me laissant seul avec le poids écrasant de ce que j'étais sur le point de faire. Je suis désolé, Julien, ai-je répété à voix haute à la voiture vide. Il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de Chloé. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas à propos de Chloé. C'était à propos de nos parents. À propos de 25 ans de tromperie délibérée. Maman a eu une liaison. Les mots sonnaient durs, accusateurs. Ce n'était pas seulement la faute de maman. Tout le monde avait participé à cette mascarade élaborée. Papa, Philippe, Isabelle, même grand-mère Madeleine. Au moment où j'ai garé ma voiture dans le parking de l'hôtel à 2h17 du matin, je n'avais toujours pas trouvé les bons mots. Peut-être qu'il n'y en avait pas. Peut-être que certaines vérités étaient si dévastatrices qu'elles défiaient toute articulation. Je suis resté assise dans ma voiture pendant plusieurs longues minutes, rassemblant mon courage. La façade de l'hôtel était élégante, la plupart de ses fenêtres sombres sauf le lobby, et quelques chambres éparses où les lumières brillaient encore. L'une d'elles, je le savais, appartenait à mon frère. Finalement, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Julien. Il a sonné 4 fois avant qu'il ne réponde, sa voix épaisse de sommeil. « Élise ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Il est 3 heures du matin. J'ai besoin de te voir, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Je suis dans le parking. Le parking ? Il semblait plus alerte maintenant, inquiet. Tu vas bien ? Non, ai-je admis. S'il te plaît, Julien. C'est important. Il y eut une pause, puis des bruits de froissement. Donne-moi 5 minutes. Je te rejoins au lobby. Fidèle à sa parole, Julien est apparu dans le lobby exactement 5 minutes plus tard. Il portait un pantalon de survêtement et un vieux t-shirt de l'université de Caen. Ses cheveux sombres ébouriffés par le sommeil. Malgré l'heure tardive et le réveil brutal, il avait l'air heureux, un homme à la veille d'épouser la femme qu'il aimait. Mon cœur s'est serré douloureusement dans ma poitrine. Qu'est-ce qui se passe ? A-t-il demandé, me donnant un rapide câlin. Est-ce maman ? Papa ? J'ai secoué la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. Le lobby était désert à l'exception d'un réceptionniste de nuit qui faisait semblant de ne pas remarquer notre rencontre nocturne. Asseyons-nous, ai-je réussi à dire, faisant signe vers un coin salon, loin des oreilles curieuses du réceptionniste. Julien m'a suivi, l'inquiétude marquée sur son visage. Nous nous sommes assis sur des canapés adjacents, nos genoux se touchant presque sur la petite table basse entre nous. « Tu me fais peur, Élise » a-t-il dit doucement. « Quoi que ce soit, dis-le-moi simplement. » J'ai pris une profonde inspiration, me sentant comme si j'étais au bord d'une falaise. Une fois que j'aurais parlé, il n'y aurait plus de retour en arrière. Tout changerait. J'ai appris quelque chose ce soir, ai-je commencé. Ma voix à peine plus qu'un murmure. Quelque chose qui t'affecte, qui affecte ton mariage avec Chloé. Julien s'est penché en avant, le front plissé. De quoi parles-tu ? Est-ce que c'est le comportement bizarre de Patricia au dîner ? J'ai hoché la tête, en partie. Après que tout le monde soit parti, elle est revenue. Elle me l'a dit. J'ai avalé difficilement, me forçant à maintenir le contact visuel. Elle m'a dit qu'il y a 25 ans, maman a eu une liaison avec Philippe Lambert. Julien a cligné des yeux, la confusion remplaçant l'inquiétude. Philippe Lambert, le père de Chloé ? C'est ridicule. Ils ne se sont rencontrés que lorsque je les ai présentés. Non, Julien. Ils se connaissent depuis des décennies. Ils étaient voisins avant que les Lambert ne déménagent en Bretagne. Le déménagement a eu lieu juste après. Juste après ta naissance. La compréhension a commencé à poindre sur son visage, suivie immédiatement par le déni. Qu'est-ce que tu racontes, Élise ? Dis-le clairement. Le moment était venu. Il n'y avait aucun moyen d'où de délivrer ce coup. Philippe Lambert est ton père biologique, ai-je dit, les mots restant dans le hall silencieux comme des choses physiques. Toi et Chloé partagez le même père. Vous êtes demi-frère et sœur. Julien m'a regardé, son visage complètement vide pendant plusieurs secondes. Puis il a ri. Un son sec et incrédule qui a résonné douloureusement dans l'espace tranquille. Ce n'est pas drôle, Élise. Quel genre de blague est-ce, la nuit avant mon mariage ? Ce n'est pas une blague,
ai-je dit doucement. Je souhaite que ça l'était. C'est du délire, a-t-il dit en se levant brusquement. Tu dis que maman a trompé papa, qu'elle est tombée enceinte de moi, et que tout le monde a menti à ce sujet toute ma vie, et que je suis tombé amoureux de ma propre sœur. Entends-tu à quel point c'est faux? Ça ne sonne pas impossible. Ça sonne comme un mauvais feuilleton. Sa voix a monté, attirant un regard inquiet du réceptionniste de nuit. Julien l'a remarqué et a baissé sa voix en un murmure féroce. Qui t'a chargé de ça? Est-ce une mauvaise blague de pré-mariage? Julien, s'il te plaît. J'ai tendu la main vers sa main, mais il l'a retirée. Patricia a trouvé des lettres de Philippe à maman. Grand-mère Madeleine l'a confirmé. Quand j'ai confronté maman et papa ce soir, ils ont tout avoué. Alors appelle-les, a-t-il défié. Mette-les maintenant sur haut-parleur et laisse-moi les entendre le dire. Avec des mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de nos parents. Papa a répondu à la première sonnerie comme s'il attendait au téléphone. Élise, où es-tu? Je suis avec Julien, ai-je dit, en mettant l'appel sur haut-parleur. Il ne me croit pas. Dis-lui, papa. Dis-lui la vérité sur son père. Le silence qui a suivi a semblé s'étirer à l'infini. Finalement, la voix de papa est sortie, lourde de résignation. Julien, mon fils, je suis tellement désolé. Nous n'avons jamais voulu que tu découvres ça comme ça. La couleur a disparu du visage de Julien. Il s'est affalé sur le canapé, ses jambes semblant ne plus pouvoir le supporter. C'est vrai, a-t-il murmuré, bien que ce ne soit plus vraiment une question. Oui, a admis papa. Mais Julien, écoute-moi. Je suis ton père en tout point qui compte. Je t'ai aimé dès l'instant où tu es né. Cela ne change rien à notre relation, a dit Julien, sa voix effrayante de vide. Sauf que toute ma vie a été un mensonge. Et la femme que je suis censé épouser demain est ma sœur. Nous allions te le dire ce matin, a dit papa désespérément. Tous ensemble. Nous allions tout expliquer. Le matin de mon mariage, la voix de Julien s'est brisée. C'était ça, votre plan? Julien, papa a commencé, mais Julien s'est penché et a raccroché l'appel. Pendant plusieurs minutes, il est resté parfaitement immobile, fixant le vide. Je suis restée silencieuse, lui laissant l'espace pour traiter l'intraitable. Quand il m'a finalement regardé, ses yeux étaient remplis d'une douleur si brute que j'ai dû me battre contre l'envie de détourner le regard. Chloé est-elle au courant? A-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Personne ne lui a encore dit. Julien s'est levé à nouveau, plus fermement cette fois. Je dois être celui qui le lui dit. Maintenant, il est presque 3 heures du matin. Attendrais-tu si tu étais elle? A-t-il demandé, et je n'ai pas eu de réponse. Le réceptionniste de nuit nous regardait ouvertement maintenant, sentant clairement le drame qui se déroulait dans son hall. Julien l'a remarqué et a dit, j'ai besoin d'intimité pour ça. Monte dans ma chambre. Je l'ai suivi jusqu'à l'ascenseur et jusqu'au 6e étage. Sa chambre était un désordre de préparatifs de mariage. Son smoking suspendu à la porte de l'armoire. Des cadeaux pour ses garçons d'honneur disposés sur le bureau. La photo de Chloé souriant sur la table de chevet. La vue de ces choses normales et pleines d'espoir m'a fait mal à la poitrine. Julien a pris le téléphone de l'hôtel et a composé un numéro. Chloé, c'est moi. Je sais qu'il est tard. Non, tout ne va pas bien. J'ai besoin de te voir tout de suite. Tu peux venir dans ma chambre? C'est important. S'il te plaît, Chloé. Chambre 612. Merci. Il a raccroché et s'est tourné vers moi. Elle arrive. Veux-tu que je reste? Ai-je demandé avec incertitude. Julien m'a regardé pendant un long moment. Je ne sais pas, Élise. Une partie de moi te blâme pour ça, même si je sais que ce n'est pas ta faute. Tu n'es que la messagère. Je peux attendre dans le couloir, ai-je proposé. Au cas où l'un de vous aurait besoin de moi après. Il a hoché la tête, apparemment soulagé par la suggestion. Ce serait bien. Pendant que nous attendions Chloé, Julien faisait les 100 pas dans la pièce comme un animal en cage, s'arrêtant parfois pour regarder par la fenêtre dans le parking sombre en contrebas. Il n'a pas pleuré, n'a pas hurlé,
n'a pas posé d'autres questions. Son choc s'était transformé en une terrible immobilité contenue qui m'inquiétait plus que n'importe quelle explosion. Un léger coup à la porte est survenu 10 minutes plus tard. Julien s'est figé, puis s'est déplacé pour y répondre avec l'hésitation d'un homme approchant de son exécution. Chloé se tenait dans le couloir, ses longs cheveux blond miel négligemment tirés en queue de cheval, portant un pantalon de pyjama et un sweatshirt universitaire. Son visage était plissé d'inquiétude. « Julien, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi Élise est-elle là ? » « Entre, » a-t-il dit doucement. « Nous devons parler. » Je suis passé devant Chloé dans le couloir, apercevant son expression confuse et effrayée avant que Julien ne ferme la porte. Je me suis appuyé contre le mur en face de leur chambre, glissant jusqu'à m'asseoir sur le tapis. Par la porte, j'entendais le son étouffé de la voix de Julien, puis le silence. Encore la voix de Julien, basse et ferme, puis un cri. Celui de Chloé, si rempli d'angoisse que cela me faisait physiquement mal de l'entendre. D'autres voix montant et descendant. Quelque chose s'est écrasé contre un mur, des sanglots. Un son si brut et primal qu'il semblait à peine humain. La porte de l'hôtel à ma droite s'est ouverte et un homme âgé en robe de chambre a jeté un regard irrité. « Qu'est-ce qui se passe dehors ?» a-t-il demandé. « Urgence familiale », ai-je dit faiblement. « Je suis vraiment désolé pour le bruit. » Il a grogné mais s'est retiré dans sa chambre. En bas du couloir, une autre porte s'est ouverte légèrement, puis s'est rapidement refermée. À l'intérieur de la chambre 612, les sanglots continuaient. J'ai serré mes genoux contre ma poitrine, mes propres larmes coulant silencieusement. En l'espace de quelques heures, deux personnes qui s'aimaient profondément avaient appris que leur amour était interdit. Tabou. Impossible. Leur vie planifiée ensemble s'était brisée au-delà de toute réparation, et j'avais été le marteau qui avait délivré le coup. Près d'une heure s'est écoulée avant que la porte ne s'ouvre enfin. Chloé est sortie en premier, son visage bouffi et gonflé par les pleurs, ses yeux vides de choc. Elle ne m'a pas reconnu alors qu'elle se dirigeait d'un pas incertain vers l'ascenseur. Je me suis levé et suis entré dans la chambre pour trouver Julien assis au bord du lit, la tête dans ses mains. La chambre était en désordre. Une lampe était cassée par terre, le contenu d'un sac cadeau éparpillé sur la moquette. « Julien » ai-je dit doucement. « Rentre à la maison, Élise » a-t-il dit, sans lever les yeux. « Je ne peux pas. Je ne peux juste pas maintenant. Je ne pense pas que tu devrais être seul. »« Je ne me suis jamais senti plus seul de ma vie » a-t-il dit, sa voix creuse. « Apprendre que mon père n'est pas mon père, que la femme que j'aime est ma sœur, que tous ceux en qui j'ai jamais eu confiance m'ont menti. J'ai besoin d'espace, s'il te plaît. » Je voulais discuter, insister pour rester, mais j'ai reconnu la futilité. Cette douleur était au-delà de ma capacité à réconforter ou à régler. « Je t'aime, Julien » ai-je dit, ma voix brisée. « Nous t'aimons tous. » Cela ne change rien. Il a finalement levé les yeux vers moi, ses yeux rougis mais secs. « Ça ne change rien ? Parce que de là où je suis assis, tout a changé. Chaque souvenir, chaque photo de famille, chaque histoire qu'on m'a jamais racontée sur moi-même, tout est différent maintenant. Tout est un mensonge. Je n'ai pas eu de réponse à cette vérité. J'ai simplement hoché la tête, puis je suis parti à contre-cœur, fermant doucement la porte derrière moi. Dans l'ascenseur jusqu'au lobby, j'ai vérifié mon téléphone. 27 appels manqués et messages de mes parents. Aucun de Patricia, qui avait délivré cette vérité dévastatrice, puis avait disparu, laissant les autres gérer les conséquences. Alors que je traversais le lobby désert, le réceptionniste de nuit me regardait avec une curiosité non dissimulée. Je me demandais ce qu'il pensait qu'il s'était passé. Une dispute avant le mariage, le froid, des drames familiaux plus conventionnels. Comment pouvait-il imaginer la vérité ? Dans ma voiture, je suis resté immobile au volant, trop épuisé et vidé émotionnellement pour conduire. Le mariage était certainement annulé. Dans quelques heures, il faudrait informer 200 invités, contacter les prestataires, renoncer aux acomptes. Les conséquences pratiques de cette révélation seraient compliquées et publiques. Mais les conséquences émotionnelles seraient bien pires. Mon frère avait perdu non seulement sa fiancée, mais sa propre identité en un seul instant cruel. Et j'avais été celle qui avait délivré ce coup, m'associant à jamais à la destruction de son bonheur.
Alors que la première lumière de l'aube commençait à colorer le ciel oriental, j'ai finalement démarré ma voiture. Le jour de ce qui aurait dû être le mariage de mon frère avait officiellement commencé, et plus rien ne serait jamais pareil. Je me suis réveillé au bourdonnement insistant de mon téléphone, ayant finalement trouvé un sommeil agité vers 6 heures du matin. L'affichage indiquait 9h27 et 38 appels manqués de mes parents, de ma tante Patricia, de proches qui avaient sans aucun doute commencé à entendre des rumeurs de l'annulation abrupte du mariage. Ma première pensée cohérente fut pour Julien. J'ai immédiatement composé son numéro, mais il a été directement redirigé vers la messagerie vocale. Ensuite, j'ai essayé Chloé avec le même résultat. Leur téléphone était soit éteint, soit ils refusaient les appels, ce qui ne me surprenait pas. Le dernier message était de mon père. Nous sommes au lieu. Les Lambert sont aussi là. S'il te plaît, viens. Nous avons besoin de toi. Je me suis habillé rapidement en jean et en pull, pas la robe de demoiselle d'honneur qui pendait dans mon placard, et j'ai conduit jusqu'au château de la Vigne. L'ironie n'a pas échappé. Je me rendais au lieu de mariage, mais dans des circonstances qu'aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer 24 heures plus tôt. Le domaine avait l'air étrangement beau. Alors que je montais le long allée bordée d'arbres, des chaises blanches étaient déjà rangées en rangées nettes sur la pelouse. Une arche drapée de fleurs se tenait au bout de l'allée, attendant un couple qui n'arriverait jamais. Une équipe de traiteurs se déplaçait efficacement à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de réception, ignorant que la nourriture qu'ils préparaient ne serait jamais consommée. J'ai trouvé mes parents dans un petit bureau près du bâtiment principal. Maman était assise rigide sur une chaise, ses yeux gonflés par les pleurs, tandis que papa faisait les 100 pas dans la pièce. Philippe et Isabelle Lambert se tenaient près de la fenêtre, aussi loin que possible de mes parents dans le petit espace. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Élise a reconnu papa quand je suis entré. As-tu eu des nouvelles de Julien? J'ai secoué la tête. Son téléphone est éteint. Celui de Chloé aussi. Isabelle Lambert a émis un petit son blessé. C'était une femme élégante de la fin de la cinquantaine, ses cheveux blonds si similaires à ceux de Chloé, attachés en un chignon serré, son mari se tenait à côté d'elle, sa main sur son épaule. Philippe Lambert était grand et large d'épaules, avec des cheveux grisonnants et des yeux familiers. Les yeux de Julien, me suis-je rendu compte avec un sursaut. C'est ta faute, a soudain dit Isabelle, regardant directement ma mère. Tout ça. Tu n'as pas pu garder tes mains sur mon mari il y a 25 ans, et maintenant nos enfants en paient le prix. Ça suffit, Isabelle, a dit doucement Philippe. Non, ce n'est pas assez. La voix d'Isabelle a monté. Nous avons convenu de ne plus jamais en parler. Nous avons convenu de passer à autre chose, de protéger nos familles, et maintenant regardez ce qui s'est passé. Nous ne savions pas qu'ils se rencontreraient, a dit maman, sa voix à peine audible. Comment aurions-nous pu prédire ça? Tu aurais dû dire la vérité à Julien il y a des années, a lancé Isabelle. Avant qu'il ne rencontre Chloé, avant qu'il ne tombe amoureux, avant que nous ayons tous à les regarder planifier un mariage qui était condamné dès le départ. Et tu aurais dû dire à Chloé, a rétorqué papa, se plaçant devant maman protectrice. La responsabilité n'était pas uniquement la nôtre. Arrêtez, vous tous, ai-je interrompu. Se blâmer mutuellement n'aide pas Julien et Chloé. Qu'est-ce que nous faisons pour les invités, les prestataires? Il y a 200 personnes qui s'attendent à un mariage dans. J'ai regardé ma montre. Moins de 4 heures. Papa s'est frotté le front avec lassitude. Nous avons commencé à passer des appels. Nous disons à tout le monde qu'il y a eu une urgence familiale et que le mariage doit être reporté. Reporté? Ai-je répété incrédule, pas annulé. Nous ne pouvons pas vraiment dire la vérité, n'est-ce pas? Que la mariée et le marié viennent de découvrir qu'ils sont frères et sœurs, a dit Philippe, la déclaration franche suspendant l'air, rendant la réalité de notre situation impossible à nier ou à adoucir. La coordinatrice du mariage nous aide à contacter les prestataires, a ajouté maman. La plupart d'entre eux sont compréhensifs en ce qui concerne les acomptes compte tenu des circonstances. Quelles circonstances leur avez-vous dites exactement? Ai-je demandé. Qu'il y a eu une urgence médicale, a répondu papa. C'est l'explication la plus simple. La porte s'est ouverte et ma tante Patricia est entrée, l'air hagard. L'oncle Bernard l'a suivi de près, son expression sombre. Des nouvelles de Julien? A demandé Patricia,
d'un ton accusateur, ignorant les regards hostiles de mes parents. Rien, ai-je répondu. C'est de ta faute, Patricia, a dit maman amèrement. Si tu avais gardé le silence une journée de plus, nous aurions pu gérer ça correctement. Il n'y a pas de façon correcte de gérer l'inceste, a rétorqué Patricia. Et pour que les choses soient claires, je n'ai pas dit à Élise de se précipiter vers Julien au milieu de la nuit. J'ai simplement partagé l'information que vous auriez dû partager il y a des années. Ne venez pas faire la morale, a interrompu Philippe. Vous vous êtes ingéré dans une situation qui ne vous appartenait pas. Quelqu'un devait penser à ses enfants, a répliqué Patricia, pendant que le reste d'entre vous planifiait un mariage qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Assez, la voix autoritaire de grand-mère Madeleine a coupé la dispute alors qu'elle entrait dans la pièce, soutenue par le fils de l'oncle Bernard, Thomas. Ces querelles ne résolvent rien. Où sont Julien et Chloé? Personne n'avait de réponse. Mon téléphone a vibré avec un message et tout le monde s'est tourné vers moi avec expectative. Mais ce n'était pas de Julien ou de Chloé. C'était d'Aurélie, ma cousine et demoiselle d'honneur. Les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur commencent à arriver, ai-je informé la pièce. Ils sont confus quant à ce qui se passe. Papa a soupiré lourdement. Je vais aller leur parler. Je viens avec toi, ai-je proposé, désespéré de toute excuse pour échapper à la tension suffocante de cette pièce. Dehors, la parfaite matinée de mai semblait se moquer de notre crise familiale. Les oiseaux chantaient dans les chênes centenaires qui parsemaient la propriété, et le soleil scintillait sur le lac visible au-delà de la salle de réception. Dans un autre univers, ce serait une journée parfaite pour un mariage. Nous avons trouvé le cortège réuni près de la suite nuptiale, 3 demoiselles d'honneur, dont Aurélie, et 4 garçons d'honneur, dont le frère de Thomas. Leurs visages montraient divers degrés de confusion et d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé M. Moreau à Antoine, le meilleur ami de Julien depuis l'université, et son témoin. Personne ne parvient à joindre Julien ou Chloé. Papa s'est raclé la gorge. Je crains que le mariage ne soit reporté. Il y a eu une situation familiale qui nécessite une attention immédiate. Quelle sorte de situation? A demandé Aurélie, ses yeux se rétrécissant méfiants. Tout le monde va bien? Julien et Chloé vont bien physiquement, ai-je assuré, choisissant mes mots avec soin. Mais ils sont confrontés à de difficiles nouvelles qui ont été révélées hier soir. Les questions sont arrivées rapidement. Quand le mariage serait-il reporté? Devrait-il essayer de contacter Julien? Que devrait-il dire aux autres invités qui étaient déjà en route? Papa les a gérés du mieux qu'il a pu, offrant de vagues assurances qui ne convainquaient personne. Au fur et à mesure que la matinée progressait, le poids total de l'annulation a commencé à se matérialiser. Les invités sont arrivés malgré nos meilleurs efforts pour contacter tout le monde, nécessitant des explications répétées de l'urgence familiale. Le responsable de la restauration s'est approché de moi avec des questions sur quoi faire de la nourriture. Le photographe est arrivé, confus quant à savoir s'il devait installer. Vers midi, j'ai finalement reçu un message de Julien. Je suis à l'appartement de Mathieu. Je suis en sécurité. N'essaie pas de me voir. Mathieu était un autre de ses amis proches, quelqu'un qui n'avait pas été impliqué dans le cortège. J'ai partagé cette information avec mes parents, offrant un soulagement minimal à leur inquiétude. Pourtant, aucun mot n'est venu de Chloé. À 14 heures, à l'heure où la cérémonie aurait dû commencer, la plupart des invités avaient été renvoyés. Les prestataires faisaient leur carton, et notre famille élargie s'était réunie dans la maison principale, marmonnant en petits groupes. L'histoire s'était transformée et amplifiée à chaque récit, bien que la vérité réelle soit restée connue uniquement de ceux d'entre nous qui avaient été dans ce petit bureau plus tôt. J'ai entendu qu'ils avaient eu une dispute monumentale, ai-je entendu un cousin éloigné dire à un autre. Quelque chose à propos des accords prénuptiaux. J'ai entendu qu'elle l'avait surpris en train de tricher, et venue une autre théorie murmurée. Je me déplaçais à travers ces conversations comme un fantôme, ne confirmant ni n'infirmant rien. L'épuisement rendait mes membres lourds et mes pensées lentes. L'oncle Bernard s'est approché de moi alors que j'étais assise seule sur un banc surplombant le lac. Patricia ne voulait pas que cela se passe comme ça, a-t-il dit doucement, s'asseyant à côté de moi. Ne voulait-elle pas? Ai-je demandé, trop fatiguée pour être polie. Elle a attendu la nuit avant le mariage pour révéler une vérité qu'elle connaît depuis des mois.
Elle aurait pu le dire directement à Julien à tout moment, mais elle a choisi de me le faire porter. Bernard a soupiré. Elle pensait que tes parents feraient la bonne chose une fois qu'ils réaliseraient qu'elle savait. Quand ils ne l'ont pas fait, elle s'est sentie piégée. Mais elle tient à Julien, à vous tous. L'affection ne suffit pas, ai-je dit. Pas quand on détruit la vie des gens. La vérité n'a pas détruit leur vie, Élise, a-t-il rétorqué doucement. Ce sont les mensonges qui l'ont fait. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, finira par les libérer. Je voulais le croire, mais à ce moment-là, libre semblait le dernier mot que j'utiliserais pour décrire Julien et Chloé. Ils étaient emprisonnés par une vérité qu'ils n'avaient jamais demandée. Pleuraient non seulement la perte de leur relation, mais la destruction de leurs propres identités. Le soir, le lieu était nettoyé, les invités dispersés, la nouvelle largement diffusée dans notre famille élargie et nos cercles sociaux. Nous nous sommes réunis chez mes parents. Maman, papa, grand-mère Madeleine, oncle Bernard, tante Patricia et moi. Une famille fracturée essayant de ramasser les morceaux. Isabelle dit que Chloé est avec eux à leur hôtel, a rapporté papa après un appel téléphonique. Elle est dévastée, évidemment, mais physiquement bien. Il rentre en Bretagne demain. Et Julien ? A demandé grand-mère Madeleine, toujours chez Mathieu. Il n'est pas prêt à nous parler encore. Tu peux le lui reprocher ? Ai-je dit, incapable de réprimer l'amertume dans ma voix. Non, a admis doucement maman. Je ne lui reproche rien du tout. Nous nous sommes assis dans un silence inconfortable, chacun perdu dans ses propres pensées et regrets. La sonnette a retenti, nous surprenant tous. Papa est allé ouvrir, revenant quelques instants plus tard avec un visiteur inattendu, Philippe Lambert. Je pensais que nous devrions parler, a-t-il dit, s'adressant à la pièce, mais me regardant principalement, pour savoir où nous allons à partir de maintenant. Où nous allons à partir de maintenant ? Ai-je répété incrédule. Le mariage est annulé. Ta fille et mon frère, ton fils, ont eu leur vie déchirée. De quoi parlons-nous exactement ? L'avenir, a dit Philippe simplement. Parce que nous aimions ça ou non, nos familles sont connectées pour toujours. J'ai regardé autour de moi ces gens, ma famille, élargie et compliquée comme elle était devenue, et j'ai ressenti une vague d'épuisement si profonde qu'elle m'a presque mise à genoux. En l'espace de 24 heures, tout ce que je pensais savoir sur ma vie, mon frère, mes parents, avait été modifié. Et maintenant, nous étions censés trouver un chemin à parcourir pour créer une nouvelle normalité à partir des débris de mensonges et de trahison. Je ne peux pas faire ça maintenant, ai-je dit en me levant brusquement. Je dois aller voir Julien. Je les ai laissés là. Ces adultes qui avaient créé ce gâchis avec leurs secrets et leurs compromis et leur protectivité mal placée. En essayant de protéger Julien et Chloé de la douleur, ils avaient assuré son inévitabilité. Et en révélant la vérité, j'étais devenu complice de la destruction, la porteuse d'une connaissance dévastatrice. Alors que je conduisais vers l'appartement de Mathieu, je me demandais si l'un de nous se remettrait jamais vraiment de cette journée, le jour qui aurait dû être le mariage de mon frère, mais qui est plutôt devenu le point de rupture de toute notre famille. 3 mois se sont écoulés avant que notre famille ne commence à retrouver une sorte de normalité, bien que la normalité ait été redéfinie de manière permanente par les événements de ce week-end de mai. Julien avait quitté son appartement et vivait temporairement chez Mathieu, incapable de faire face à la maison qu'il prévoyait de partager avec Chloé après leur lune de miel. Il avait pris un congé de son travail au cabinet d'architecture, utilisant ce temps pour traiter son chagrin et sa colère par la thérapie. Pendant le premier mois, il a refusé de voir ou de parler à nos parents, ne communiquant avec eux que par des messages textes brefs et impersonnels pour confirmer son bien-être. Avec moi, les choses étaient compliquées. En tant que messagère, j'occupais une position unique dans la douleur de Julien. Pas la cause exacte, mais pour toujours liée au moment où son monde avait implosé. 2 semaines après le mariage annulé, il a finalement accepté de me rencontrer pour un café. Je ne te blâme pas, furent ses premiers mots lorsque nous nous sommes assis à une table dans un coin tranquille. Je veux que tu le saches. Le soulagement m'a envahi. Je me suis tellement inquiété pour toi. Je sais. Il avait l'air différent, plus mince, avec des cernes sous les yeux et une nouvelle seriousness dans son expression. Je ne vais pas bien, Élise, mais je vais mieux qu'avant. Et Chloé ? Ai-je demandé prudemment. La douleur a traversé son visage. Elle est retournée en Bretagne.
Nous n'avons pas parlé depuis cette nuit à l'hôtel. Je ne sais pas ce que nous nous dirions. Je suis tellement désolé, Julien, pour tout ça. Il a hoché la tête, fixant son café. Le truc, c'est que je suis reconnaissant de connaître la vérité. Aussi horrible que ce soit, vivre dans le mensonge aurait été pire. Alors, merci d'avoir eu le courage de me le dire quand tout le monde a choisi le secret. Cette conversation a marqué le début de notre guérison en tant que frères et sœurs. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes rencontrés régulièrement, parlant parfois pendant des heures de notre famille, de notre enfance, du nouveau regard à travers lequel Julien voyait maintenant sa vie. D'autres fois, nous nous assoyions simplement ensemble dans un silence complice, trouvant du réconfort dans la présence de l'autre. La relation de Julien avec nos parents a mis plus de temps à se rétablir. Il a accepté de les rencontrer après 6 semaines, un dîner tendu dans un restaurant neutre où plus de larmes ont été versées que de mots prononcés. Papa, l'homme qu'il avait élevé comme le sien, a eu le plus de mal avec la colère de Julien. Je dois tout redéfinir, m'a dit Julien après ce dîner. Qu'est-ce que cela signifie que papa n'est pas mon père biologique? Est-ce que cela change notre relation? Devrait-il le faire? Je ne sais pas comment naviguer là-dedans. Il t'aime, ai-je dit simplement. Ça n'a jamais été un mensonge. Je sais, a admis Julien. C'est la seule chose dont je n'ai jamais douté, même dans mes moments de plus grande colère. Chloé avait coupé les ponts avec toutes les personnes impliquées. Selon des mises à jour occasionnelles de sa mère à la mienne, elle avait accepté un poste d'enseignement à Lyon, voulant prendre ses distances avec les deux familles. Elle avait supprimé ses comptes de réseaux sociaux et changé son numéro de téléphone. Sa façon de faire face était de créer une nouvelle page, un nouveau départ immaculé par notre histoire compliquée et partagée. Ma tante Patricia et moi avons formé une alliance inattendue dans les suites. En tant que deux lanceuses de vérité, nous nous sommes retrouvés dans une position similaire dans la famille, respectés pour notre intégrité, mais ressentis pour notre rôle dans la mise en lumière de faits douloureux. La vérité est un lourd fardeau à porter, m'a-t-elle dit un jour en déjeunant en juillet. Mais les secrets sont encore plus lourds. Je commençais à comprendre que la connaissance que je portais maintenant de la liaison de ma mère, de la paternité de mon frère, du fondement fragile sur lequel notre famille avait été construite était en effet un poids, mais c'était un poids partagé ouvertement, et non caché pour s'envenimer et croître dans l'obscurité. Grand-mère Madeleine m'a le plus surprise par son adaptation à notre nouvelle réalité. À 82 ans, elle avait vu suffisamment de drames familiaux dans sa vie pour prendre même cela avec philosophie. Les familles sont compliquées, Élise, m'a-t-elle dit lorsque je lui ai rendu visite dans sa résidence assistée. Elles l'ont toujours été. De mon temps, nous ne parlions simplement pas de ces choses. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas arrivées. Mais la vérité ne fait-elle pas plus mal parfois? Ai-je demandé, pensant à la dévastation de Julien et Chloé. Parfois, a-t-elle concédé, mais les mensonges font plus mal plus longtemps. Ils ont un moyen d'empoisonner génération après génération. Tes parents pensaient qu'ils protégeaient Julien, mais ils se protégeaient en fait de conversations difficiles et de vérités inconfortables. En août, de petits rassemblements de notre famille immédiate sont redevenus possibles. Les dîners du dimanche ont repris, bien qu'avec une qualité différente d'auparavant, plus prudent, plus intentionnel, avec une nouvelle conscience de la fragilité des liens familiaux. Les Lambert sont restés en Bretagne. Leur contact avec notre famille limité à des mises à jour formelles occasionnelles. Philippe avait tenté d'établir une relation avec Julien en tant que père biologique, mais Julien n'était pas prêt. J'ai déjà un père, m'a-t-il dit. Je n'en cherche pas un autre. Thanksgiving est arrivé avec appréhension et espoir. Pour la première fois depuis le mariage qui n'a pas eu lieu, notre famille élargie allait se réunir, y compris l'oncle Bernard et la tante Patricia, dont la présence avait été un point de discorde étant donné le ressentiment persistant de Claire envers sa belle-sœur. Elle doit être là, a insisté Julien. Patricia est la seule qui ait eu le courage de dire la vérité. Je veux qu'elle soit là pour Thanksgiving. Et ainsi nous nous sommes assemblés autour de la table de la salle à manger de mes parents, la chaise vide où Chloé aurait dû s'asseoir en tant que nouvelle belle-fille, un rappel palpable de tout ce qui avait changé. La conversation était maladroite au début, évitant soigneusement les sujets sensibles jusqu'à ce que Julien lui-même aborde l'éléphant dans la pièce. Je veux dire quelque chose, a-t-il dit, posant sa fourchette. Je suis en thérapie depuis 5 mois maintenant, en train de gérer tout ce qui s'est passé, et j'ai réalisé quelque chose d'important. La famille,
ce n'est pas seulement la biologie. C'est l'amour, l'engagement, être là les uns pour les autres, même quand c'est difficile. Il a regardé directement papa. Tu es mon père. Tu l'as toujours été, et tu le seras toujours. La biologie ne change pas cela. Les yeux de papa se sont remplis de larmes, et maman a tendu la main à Julien par-dessus la table. Je suis toujours en colère contre les mensonges, a continué Julien. Je le serai probablement encore longtemps, mais j'essaie de pardonner parce que je vous aime tous et parce que je comprends que tout le monde essayait de faire ce qu'ils pensaient être bien, même s'ils avaient tort. Ces mots ont brisé la tension, permettant une conversation plus honnête pendant le repas. Patricia et maman ont même partagé un rire sincère au dessert, un petit moment, mais significatif dans sa normalité. Après le dîner, Julien et moi nous sommes échappés sur le porche arrière, assis sur la même balançoire où Patricia m'avait révélé la vérité ce soir fatidique de mai. L'air était vif avec l'automne, si différent de la douce soirée de printemps qui avait tout changé. « Penses-tu jamais à Chloé » ai-je demandé doucement. Julien a hoché la tête, ses yeux fixés sur la cour assombrie. « Tous les jours. Je l'aime encore, Élise. Cela ne disparaît pas simplement parce que nous partageons de l'ADN. As-tu essayé de la contacter ? Une fois, je lui ai écrit une lettre pour lui dire que je comprends son besoin d'espace, mais que je suis là si elle veut jamais parler. Je ne sais pas si elle l'a lu. Penses-tu que tu la reverras un jour ? Il a été silencieux pendant un long moment. Je ne sais pas. Peut-être un jour, quand ça ne fera plus si mal. Quand nous pourrons nous regarder et nous voir juste comme des personnes, pas la vie que nous avons failli avoir ensemble. J'espère, ai-je dit, posant ma tête sur son épaule. Pour votre bien à tous les deux, puis-je vous demander quelque chose ? A dit Julien au bout d'un moment. Si tu pouvais revenir à cette nuit en sachant ce qui allait se passer, m'aurais-tu quand même dit la vérité ? J'ai considéré la question attentivement, comprenant son poids. Oui, ai-je finalement dit. Il vaudrait toujours mieux connaître la vérité, même quand elle est douloureuse. Surtout quand elle est douloureuse. Julien a hoché la tête. Je pensais que tu dirais ça. Et tu aurais raison. Nous nous sommes assis dans un silence confortable, la balançoire de porche craquant doucement sous nous. À l'intérieur, nous pouvions entendre les sons étouffés de la famille, le rire distinct de grand-mère Madeleine, la voix forte de l'oncle Bernard, le cliquetis de la vaisselle qu'on débarrassait. Des personnes imparfaites liées par l'amour et l'histoire, et maintenant par la douleur et la guérison partagée. La famille est compliquée, ai-je dit, faisant écho aux paroles de grand-mère. La famille, c'est la famille, a répondu simplement Julien. Le reste, ce ne sont que des détails. Alors que nous rejoignions les autres pour la tarte et le café, j'ai réalisé que même si notre famille ne serait jamais la même, peut-être qu'elle pourrait être quelque chose de nouveau, quelque chose de plus honnête, de plus résilient, construit sur la vérité plutôt que sur des secrets. Les fractures seraient toujours visibles, comme des lignes dans de la poterie brisée réparée alors. Mais peut-être qu'elles nous rendraient plus forts dans les endroits brisés. 3 mois après ce qui aurait dû être le jour du mariage de mon frère, nous trouvions encore notre chemin, mais nous le trouvions ensemble. Une conversation difficile à la fois, un dîner de famille à la fois, un moment de rire partagé à la fois. Et dans cela, il y avait de l'espoir. Si un secret de famille a déjà déchiré votre monde, déposez un commentaire ci-dessous et partagez comment vous vous en êtes sorti. La vérité a-t-elle finalement guéri votre famille ou créé des blessures qui ne se sont jamais refermées ? Appuyez sur le bouton j'aime si cette histoire vous a résonné et abonnez-vous pour plus d'histoires familiales de la vie réelle qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage et rappelez-vous, parfois les vérités les plus douloureuses mènent à la guérison la plus authentique. À bientôt dans la prochaine vidéo.